Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. J'espère que vous êtes réveillés en très bonne forme. En tout cas, moi, je suis en très bonne forme et j'estime que Jennifer aussi est en très belle forme. Oui, Roch, je suis en très belle forme. Je suis contente que vous le soyez et j'espère que les téléspectateurs aussi sont en très belle forme ce matin pour suivre cette émission avec nous. C'est encore parti pour 90 minutes de bonne humeur et surtout de débat sur une thématique très intéressante. Absolument, la thématique elle est très intéressante. Beaucoup de parents sont confrontés à cette réalité. Une question, à quel âge votre enfant peut-il avoir son téléphone personnel? La réponse varie certainement d'un parent à un autre, mais y a-t-il une norme? Pour quels usages ou quelles raisons un parent peut-il laisser un téléphone portable à son enfant? On se pose la question. On se pose la question et nous aurons la réponse également dans quelques minutes seulement parce que nos invités sont là. Ce sont des spécialistes et on a également les parents qui seront représentés. En tout cas, restez connectés, j'ai envie de dire. Absolument. Nous allons, pour vous installer, vous emmener découvrir l'une des merveilles du Bénin. Vous savez, beaucoup pensent qu'elle ne regorge que des vestiges coloniaux. Non, il y a un plan d'aménagement, une réhabilitation qui est en cours. Nous allons vous amener à découvrir la ville de Porto-Novo dans les merveilles du Bénin. Et voilà, vous avez pu admirer ces sites historiques et touristiques de la capitale du Bénin, la ville Porto-Novo, la ville aux trois noms, Ogbonou Adjache, et puis le troisième. Bon, le troisième. Vous avez oublié, vous allez le dire après. Voilà donc, mesdames et messieurs, Porto-Novo qui a totalement fait sa toilette. Il suffit d'y aller et puis vous serez tout simplement émerveillés, mesdames et messieurs. Alors, nous allons à présent découvrir le clip du jour. Jennifer, aujourd'hui, vous avez prévu quel titre pour nous? Une chanson de Ramou qui est Ramou, assez dansante. Je sais que vous aimez bien Ramou. Oui, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et chaque fois que vous parlez de Ramou, je pense à Zigidi Tata. Et c'est sur cette chanson que nous allons danser. Allez, Christelle, elle est déjà trop pressée. On va lancer d'abord le jingle avant de vous faire découvrir le clip du jour.
c'était le titre Zigdi Tata, hein, une chanson très dansante qui a fait danser tout le monde ici même à la régie. Hein. La réalisatrice du jour, Christelle Sagoura, a sérieusement dansé, Jennifer. Elle a sérieusement dansé. Nous également, nous avons essayé de danser par ici. Comme d'habitude, rendez-vous en fin d'émission. Absolument. Lorsque vous dégustez ce clip un beau matin, eh bien, cela vous donne du tonus matinal pour entamer la journée avec une très bonne mine et une très bonne gaieté également. Allez, c'est le moment d'installer le plateau de discussion et comme je vous le disais à l'entame de cette émission, nous parlons des téléphones portables et des enfants. Est-ce qu'il faut remettre des téléphones portables aux enfants? Si oui, à quel âge peut-on remettre les téléphones aux enfants? Eh bien, c'est le débat que nous faisons dans Ici, on en parlait. Voilà, nos invités, ils sont déjà là autour de cette table. Jennifer vous le disait, ce sont des invités qui savent de quoi nous parlons. Allez, on les laisse découvrir. Oui, nous avons sur ce plateau, celui-là qu'on ne présente plus, Noah Femi Agbafa, qu'on reçoit sur ce plateau en tant que spécialiste des TIC. Bonjour, monsieur Agbafa. Bonjour, Jennifer. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Nous sommes sûrs que vous aurez beaucoup à nous dire, mais en face de vous, il y a également un parent qui va nous donner son avis et un peu comment lui procède. Il s'agit de Cosme Medaro. Bonjour à vous également. Bonjour, madame Jennifer. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Au téléphone, nous aurons un neurologue parce que oui, il y a l'aspect santé aussi. Il s'agit de monsieur Thierry Adoukonou. Bonjour, monsieur Adoukonou. Oui, bonjour madame. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous maintient en ligne et vous allez faire le débat avec nous. Voilà, il est déjà en ligne. Alors, je voudrais bien commencer par le parent sur ce plateau. Cosme Medaro, vous avez des enfants. Est-ce que vous leur avez remis des téléphones portables? Non. Ne vous arrive pas parfois de vouloir échanger avec eux, de vouloir parler avec eux et que vous soyez incapable parce qu'ils n'ont pas un téléphone portable? Non, je crois que le besoin ne s'est pas encore fait sentir jusque-là. Puisque nous savons que les téléphones portables ont intégré nos mœurs et nous accompagnent dans nos activités. Mais pour les enfants, en ce qui les concerne, il faut définir le type de téléphone qu'il leur faut. Tant est qu'ils doivent utiliser le téléphone. Vous pensez qu'il ne faut pas remettre des téléphones Android aux enfants ou il faut leur remettre les téléphones qu'on appelle les Go ou bien... Oui, les téléphones classiques. Tant est que les enfants, les petits-enfants, je parle des moins de 12 ans, des moins de 12 ans, c'est-à-dire des moins de 12 ans, si on doit leur donner des téléphones, je préfère qu'on leur donne des téléphones classiques. Mais pourquoi vous pensez qu'il faut leur donner des téléphones classiques? À 12 ans, l'enfant, il est déjà informé. Il y a beaucoup de ses camarades qui ont des téléphones Android qu'il a aussi envie de manipuler. Est-ce que vous pensez que vous lui rendez service en lui remettant les téléphones classiques dont vous parlez? Oui, les téléphones classiques, comme je l'ai dit, c'est pour les enfants, les enfants de moins de 12 ans. Déjà à partir de 12 ans, on peut autoriser l'enfant à utiliser les smartphones. Mais toujours est-il qu'il faut l'accompagner. Il ne faut pas le laisser aller sur les réseaux sociaux n'importe comment. Tel qu'on éduque nos enfants et à la maison, on leur dit vous ne vous approchez pas d'un inconnu dans la rue. Si on remet un téléphone Android à un enfant, on doit l'accompagner, lui montrer comment utiliser ce téléphone. Pour que ce téléphone, au lieu d'être un moyen de communication, un moyen d'information pour lui, ne nuit pas sa santé, ne nuit pas son développement, ne nuit pas son avenir. Mais l'enfant peut pousser sa curiosité pour aller voir ce que vous lui interdisez. Est-ce que vous ne voyez pas? Oui. Nous savons que nos enfants, ils sont très rusés aujourd'hui. Et puisqu'ils ont découvert les nouvelles technologies de l'information et de la communication un peu plus tôt que nous, ils sont très futés. Mais nous devons aussi nous adapter. Si un parent se laisse, ne s'adapte pas le plus tôt que possible, l'enfant va le dribbler.
Moi, j'ai eu un ami, et tout récemment, son enfant, ils ont offert un portable, un smartphone à son enfant. L'enfant, il utilise, on lui a dit, n'amène pas le téléphone à l'école. Il a accepté. Il n'amène pas le téléphone à l'école. Le téléphone est à la maison. Et la plupart du temps, il se cache dans sa chambre. Personne ne sait ce qu'il fait. Mais un jour, sa maman a poussé sa curiosité et a fouillé le portable et a découvert que le petit, il communiquait sur les réseaux sociaux avec ses amis, mais il a caché l'application WhatsApp et Messenger. Justement. Mais c'est difficilement que la maman a découvert ça. Et on l'a fait en soi pour dire, on ne te refuse rien. Mais il ne faudrait pas que d'abord tu acceptes tous les amis, toutes les invitations qui te sont envoyées. Mieux est que tu saches avec qui discuter et sur quoi échanger. Tu as tout le temps pour faire ce que tu veux. D'accord. Mais il faut savoir, tout est permis, mais tout ne t'est pas utile. Voilà. Justement, est-ce qu'il faut forcément attendre 12 ans pour parler? Parce que nous avons de ces téléphones-là qui sont adaptés, quel que soit l'âge, parfois à 5 ans, 6 ans, Monsieur Agbafa. Merci. Lorsque nous parlons de téléphone portable à mettre dans la main d'un enfant, c'est comme tout appareil, c'est comme tout cadeau que nous voulons faire à l'enfant. D'accord. Le téléphone, au-delà de tout, pour un parent. Mais ce n'est pas un cadeau ordinaire. Hein. Exactement. Ouais. Pour un parent, le téléphone ne doit pas être un cadeau. Une nécessité. Dans la plupart des cas, vous allez voir, pour beaucoup de parents, on attend, l'enfant a juste, l'enfant réussit à un examen ou c'est à un anniversaire et on lui offre le téléphone comme un cadeau. C'est d'abord là le premier biais. Ça veut dire qu'on lui offre cela. On lui offre une certaine liberté. Exactement. Et l'enfant même ne sait même pas, en réalité, quelle est l'utilité de cet appareil qu'on me met en main. Cela ne devrait pas en être ainsi. C'est les parents alors qui se disent, je veux offrir le téléphone, je veux mettre un téléphone à la disposition de l'enfant pour tel besoin. Mais généralement, vous savez, ce sont les enfants qui énumèrent les besoins qu'ils ont peut-être avant l'anniversaire. Et il a déjà dit à papa, à maman, écoute, pour mon anniversaire, j'ai besoin d'un téléphone portable. Parce que vous l'avez privé en réalité d'un téléphone portable. Oui. Un peu comme l'ami l'a fait tout à l'heure. Donc il faut lui donner quel que soit l'âge, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Suivez-moi. On y va. Un téléphone portable pour un enfant de 5 ans, un enfant que je mets par exemple à une école maternelle, je donne un exemple, à une école maternelle, et à qui je mets un téléphone portable dans son sac, ça me permet de le géolocaliser. Ça rassure les parents. Ça me permet de voir mon enfant a quitté l'école, mon enfant est ici aujourd'hui. Je peux mettre une pareille application dessus. Donc vous voyez que c'est en réalité, c'est pour un besoin qu'on remet le téléphone portable et non qu'on décide de prendre un téléphone portable, qu'on décide juste d'offrir un téléphone portable. D'accord. Pour quelle utilité? On peut offrir un téléphone portable, mais comme il le dit, c'est qu'il y a un apprentissage à faire. Mais l'apprentissage peut se faire à n'importe quel âge et il faut correctement définir pour quel besoin. Si je connais le besoin pour lequel je mets, parce qu'un téléphone portable, vous savez, on peut mettre autant d'applications qu'on veut. On peut enlever autant d'applications qu'on veut. On peut empêcher l'enfant d'aller au-dessus autant d'applications qu'on aurait voulu. En tout cas, vous allez donner ces astuces. Lui fixer, parce que le téléphone portable, tout à l'heure, il parlait de nuisance. Un téléphone portable est chronophage pour un enfant. Un enfant, par exemple, qui va à l'école, qui sera tout le temps sur le téléphone portable, cela nuit à sa santé, cela nuit à ses yeux, cela l'empêche d'être social, parce que l'enfant, tout le temps, se recroqueville, court rapidement dans sa salle et dans une chambre. Vous allez le voir, il devient distant, il ne participe plus à rien. Tout ça, c'est des nuisances. On peut énumérer énormément de nuisances sur la vie d'un enfant. C'est pour cela qu'en voulant remettre le téléphone portable à un enfant, il faut se donner la possibilité de contrôler cet appareil qu'on lui remet en main. Autrement, il ne faut pas le faire. Et le parent peut totalement contrôler le téléphone qu'il met dans la main d'un enfant. Mais vous savez, aujourd'hui, là où il est, on peut le savoir. Il a dit tout à l'heure, les enfants sont tellement futés aujourd'hui que même si vous installez, comment dit-on, des applications pour contrôler l'enfant, il le sait. Il ne le saura pas. Il le sait. Moi, j'ai fait l'expérience, par exemple, j'ai remis le téléphone, j'ai mis une application là-dessus, mais en même temps, il m'a dit, mais papa, tu as mis une application là-dessus. Et c'est en ce moment que vous engagez la discussion avec l'enfant. Oui, j'ai échangé avec
avec lui. Puisque vous êtes responsable de l'enfant. Et il m'a dit, non, tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas le fait que l'enfant, ce n'est pas le fait que l'enfant découvre que vous avez mis une application qui devrait gêner, parce qu'il fallait déjà lui dire que vous avez mis l'application dessus pour le rendre responsable et lui montrer aussi que vous êtes responsable de tout ce qu'il fera avec l'appareil que vous lui mettez. Vous voyez, c'est parce qu'on fait des jeux de cache-cache que cela devient gênant. Vous n'avez pas, normalement, vous n'avez pas besoin de vous cacher. Non, je te remets le téléphone, mais tu vas l'utiliser de 10h à 12h, non, de telle heure à telle heure. Et après, là, le téléphone va s'éteindre. Il peut tout faire. Le téléphone ne va pas s'allumer. Vous voyez, mais vous avez eu le temps d'en faire une chatte avec l'enfant. Vous êtes entendu avec l'enfant. Écoute, l'appareil, je te le remets, mais je sais que tu dois étudier. Ton maître vient et c'est à 21h et à 22h, tu dois être au lit. Donc, tu peux naviguer pendant 1 heure. Je te conseillerais alors d'aller sur les sites, sur tel site. Vous voyez, c'est ça. Si vous ne prenez pas langue avec votre enfant et vous remettez le téléphone, l'enfant peut faire de n'importe quoi. Oui, mais est-ce que vous ne voyez pas que lorsque vous mettez ces garde-fous sur le téléphone de l'enfant et qu'il sait que le parent a un regard sur tout ce qu'il fait sur son smartphone, est-ce qu'il, pour tromper le parent, ne va pas faire semblant de l'utiliser, mais en réalité, il a d'autres moyens, c'est-à-dire ce que vous ne voulez pas qu'il voie ou les sites auxquels vous ne voulez pas qu'il ait accès, il passe par d'autres amis pour avoir accès à ces sites. Juste là, je ne vous ai pas dit que vous interdisez à l'enfant d'aller sur tel site. Je ne l'ai pas encore dit. Mais je dis, vous discutez avec l'enfant et vous ne lui cachez pas que vous êtes responsable de ce qu'il fera avec. Ça veut dire qu'il le sait. Il sait correctement que son téléphone, il va l'utiliser de telle heure à telle heure. Vous en avez la responsabilité et vous discutez avec lui. Il peut dire non, papa, laissez-moi jusqu'à 21h30, laissez-moi jusqu'à 22h. Ce n'est pas que vous allez le lui cacher, mais vous discutez avec l'enfant avant de lui remettre le téléphone portable. D'accord. Nous allons également recueillir l'avis du neurologue. Vous avez parlé des influences sur la santé, sur les yeux. On se demande s'il y a un horaire peut-être à respecter, M. Adoukonou. Oui, merci beaucoup. Merci aux intervenants sur le plateau. Alors, je vais donner quelques chiffres sur le plan sanitaire pour vous permettre d'apprécier le phénomène. Alors, globalement, aux États-Unis, on constate que les enfants de moins de 8 ans passent environ 2h19 par jour devant les écrans, et les enfants de moins de 2 ans passent environ 42 minutes par jour devant les écrans. Quand je dis écran, c'est à la fois la télévision, les smartphones et tout autre écran. Alors, ce qui est important dans ces pays, c'est que ce phénomène a pris de l'ampleur. Les chercheurs ont commencé par s'y intéresser. Est-ce qu'il n'y a pas de répercussions sur la santé de l'enfant? Ce qui ressort de ces études, puisque je suis neurologue, il y a une grande étude qui a montré que les enfants qui passent plus de 7 heures par jour devant les écrans ont un amincissement prématuré du cortex cérébral. C'est-à-dire le cerveau de l'homme est couvert par quelque chose qu'on appelle le cortex, qui comprend les cellules nerveuses, et il y a des prolongements qui passent dans la substance blanche. Donc, la première chose, on a constaté qu'il y a un amincissement du cortex. Et qui dit amincissement du cortex dit diminution de certaines capacités cognitives, que ce soit des capacités d'apprentissage, de langage, l'attention et l'intelligence. D'accord. Monsieur Adoukonou, si je suis bien votre raisonnement, on se rend compte parfois quand même que ces enfants-là qui passent beaucoup de temps peut-être devant les écrans, comme vous le dites, de télévision, à suivre certains dessins animés ou sur des jeux de portable que les parents même n'arrivent pas à faire. L'enfant arrive à maîtriser le jeu très rapidement à 2 ans, 3 ans déjà, et on se rend compte qu'il est plutôt intelligent et parfois, comme vous le dites, il suit certains dessins animés qui améliorent son langage, lui permettent de bien parler, de maîtriser certains mots, certaines expressions qu'à leur âge déjà les parents n'avaient pas peut-être. Est-ce que là, on peut dire qu'il y a amincissement au niveau du système cognitif? Non, ce qu'on appelle l'intelligence, c'est la capacité de l'individu à résoudre des situations qui se présentent devant lui. D'accord.
Et vous l'observer, il y a des enfants qui sont super doués devant ces jeux, mais l'essentiel qu'on lui demande dans la vie, c'est-à-dire le rendement à l'école, ce n'est pas toujours ça. La finalité dans la vie, ce n'est pas le développement des jeux, mais c'est être utile à notre société. Et ces éléments sur le plan scientifique qu'on a observés à partir de grandes études ont amené des autorités à prendre des décisions. Oui. En France, par exemple, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a recommandé que les enfants de moins de 3 ans ne soient pas exposés à la télévision. D'accord. Ça, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Au Bénin, nous ne sommes pas encore là, puisque la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, à ma connaissance, n'a pas encore élaboré des recommandations formelles interdisant aux enfants d'un certain âge. Mais quand vous allez aux USA, les pédiatres américains, eux, ont suggéré à ce que les enfants de moins de 18 mois ne soient pas exposés à la télévision. Ok. Est-ce que ça veut dire que déjà à partir de 19 mois ou peut-être à partir de 3 ans, l'enfant peut avoir son appareil avec écran, que ce soit téléphone ou écran de télévision, si vous voulez? Est-ce que là, il n'y a aucun risque? Non. En fait, ça permet de développer certaines attitudes chez l'enfant. D'accord. Le problème, c'est la durée d'exposition. Ok. Il y a la durée d'exposition et le contenu. Les deux éléments qui interviennent, c'est la durée d'exposition aux écrans, mais également le contenu auquel l'enfant est exposé. D'accord. Et il est recommandé, quel que soit le type d'écran, que ce soit téléphone ou télévision, tout combiné, l'enfant ne soit pas exposé à plus de 2 heures par jour. D'accord. C'est-à-dire que le temps d'exposition à la télévision combiné au temps d'exposition au téléphone ne doit jamais dépasser 2 heures pour un enfant. Et ça, c'est jusqu'à quel âge, M. Alukono? Alors, déjà à partir de 3 ans jusqu'à 14 ans, 15 ans, 15 ans? Il n'est pas... Parce qu'on constate que plus vous êtes exposé, vous durez devant ces écrans, plus vous avez des risques de développer des troubles. Notamment, vous avez une prédisposition à la dépression. Vous avez un risque d'obésité. Quand vous voyez un enfant qui est assis devant la télévision toute la journée, il ne fait aucune activité physique. Et au contraire, il est assis, il ne bouge pas, il mange. Et le plus souvent, ils ont des troubles du sommeil parce que l'écran télévisuel et les écrans des téléphones comportent une charge lumineuse importante et qui dérègle un peu le système qui règle et qui régule le sommeil. Et vous allez voir que ces enfants mettent du temps pour s'endormir et peuvent rester devant la télé parfois jusqu'à 1 h, 2 h du matin. Et l'autre élément, ça stimule la sécrétion d'une hormone qu'on appelle la dopamine. Et ça va entretenir la dépendance. L'enfant aura tendance plus à consommer ces produits, ce qui fait que même si vous leur interdisez, ils vont dans leur chambre, ils se cachent pour continuer d'être en contact avec ces écrans de téléphone. Et c'est justement ça qu'il faut que les parents brisent. Si vous ne brisez pas et que l'enfant rentre dans cette dépendance, vous avez beau interdire, il trouvera toutes les astuces pour se cacher. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Mais vous restez toujours en ligne. On a pris bonne note de tout ce que vous avez donné comme explication et détails. Ça craint beaucoup. On a parlé des prédispositions à la dépression, on a parlé de risques d'obésité, on a parlé de troubles du sommeil. Finalement, est-ce qu'avoir tous ces risques, est-ce qu'il ne serait pas mieux, même après 14 ou 15 ans, ne pas permettre aux enfants d'utiliser ces outils? Oui, comme je l'ai dit ici, avant 12 ans d'abord, il faut au maximum éviter l'utilisation, c'est-à-dire que l'enfant utilise les écrans pendant plus de 2 heures par jour. Parce que comme l'a dit le docteur, quand l'enfant commence à jouir, à sentir un certain plaisir à utiliser ces écrans pendant plus de 2 heures,
c'est que le cerveau l'habitue à cela et commence par sécréter l'hormone dont il a parlé. La dopamine. La dopamine. Et du coup, il devient dépendant. Il n'y a pas ce que vous allez faire pour pouvoir le soustraire de ces écrans. Donc, et là, ça handicape certaines capacités qui doivent l'amener à réaliser correctement son processus de socialisation. Il y a des enfants autour de... Déjà, comme je l'ai dit ici une fois, déjà à 9 mois, quand vous appelez le prénom d'un enfant, il commence par vous regarder. Mais très tôt, quand vous commencez par exposer l'enfant, là, un petit enfant, aux écrans, vous allez l'appeler par son prénom, il ne va pas vous regarder. Il ne va même pas l'entendre. Il ne va même pas, parce que là, vous l'avez, c'est-à-dire, il est déconnecté du milieu dans lequel il est. Et très tôt, on les expose à ces écrans, ils n'arrivent pas à développer les facultés nécessaires à leur croissance. Même quand ils passent beaucoup de temps devant la télévision, ils ne s'alimentent pas. Ils ne dorment pas. Les exercices qu'ils doivent faire, les exercices manuels qu'ils doivent faire pour développer l'intelligence, ils ne les font pas. Ils vont parler français à côté de vous, vous allez voir que les enfants là, l'enfant là, il s'exprime bien, mais le quotient émotionnel est bas et ils ne développent pas la confiance en eux. Face aux difficultés dans la vie courante, ils n'arrivent pas à résister. Regardez, allez aujourd'hui dans les collèges, vous allez voir, ces enfants, ils n'arrivent pas à se concentrer sur une épreuve d'1 heure. Ils ne peuvent pas se concentrer là-dessus. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'amuser avec même leurs camarades à faire des jeux sur lesquels ils se sont concentrés pour développer certaines facultés. D'accord. Monsieur Medaro, parfois dans les téléphones, nous avons des jeux d'intelligence, des jeux d'éveil, parfois des applications même qui apprennent à l'enfant qui n'arrive pas à bien s'exprimer à le faire. Est-ce que le problème est d'ordre universel parce que nous avons les pays qui ont été cités, qui ont connu un certain développement et où le numérique est très présent, quel que soit l'âge de l'enfant? Oui, au fait, ce n'est pas les smartphones, les écrans qui posent le problème réellement. D'accord. Mais c'est le temps d'utilisation. Et le contenu. Oui, et le contenu. Plus l'enfant passe du temps devant son téléphone, plus son cerveau s'adapte à certaines choses et commence par sécréter cette hormone. Oui. Alors que c'est en allant vers les autres, c'est-à-dire quand il n'est pas concentré sur cet élément, le cerveau l'amène à aller faire d'autres choses pour pouvoir sécréter cette même hormone dont on parle. Mais vous savez, comme elle le disait tout à l'heure, il y a certains jeux qui développent l'intelligence. L'enfant qui télécharge par exemple un jeu ou bien le parent lui a téléchargé un jeu où on voit comment on peut construire une maison. L'enfant qui regarde cela, est-ce que cela ne le prédispose pas à demain devenir un architecte ou bien un ingénieur BTP? Oui, une chose est de savoir construire à travers le jeu une maison. Mais l'autre chose est de développer son imagination pour savoir chaque pièce, chaque élément de ce bâtiment peut-être qu'on est en train de construire à travers le jeu. Parce que tout se passe, c'est-à-dire, on ne peut rien... Vous m'inquiétez là, est-ce que vous pouvez construire une maison sans avoir imaginé le plan? Pas du tout. Et c'est ça le vrai problème. Si on ne développe pas cette faculté d'imagination chez l'enfant, on n'aurait rien fait. Si aujourd'hui, les hommes de notre trempe, de notre génération arrivent à faire sortir des choses merveilleuses, c'est parce qu'entre-temps, ils ont été soumis à ces exercices d'imagination. Ce que les enfants ne font plus aujourd'hui. Le truc, c'est un drame. Et nous devons travailler à ce que vraiment les enfants ne passent pas assez de temps devant les écrans. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un drame? Vous voyez, j'ai écouté M. Medagui tout le temps. Medaro. M. Medaro, tout ce qu'il dit est réel. Mais ce n'est pas parce que ma main porte une plaie que je coupe la main, tant que la main peut m'être utile. Je veux qu'on retienne ça. Ce n'est pas parce que ma main porte une plaie, et pourtant je sais que ma main m'est utile, que je coupe la main. Qui offre le portable? Qui offre le portable? C'est là la question. On connaît tout ce qu'il dit, tout est vrai.
Mais il a précisé qu'il y a deux dangers, c'est l'utilisation, le temps d'utilisation et le contenu. Alors, parents qui offrent ce joujou fait quoi? Je vous dis, le téléphone portable, lorsque je mets le téléphone portable dans le sac d'un petit enfant, parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le phénomène de vol d'enfants. Moi, parent, je fais quoi pour être sécurisé? Moi, pour sécuriser mon enfant, pour être rassuré, je peux lui mettre un téléphone portable pour être rassuré là où je suis. Le téléphone portable aujourd'hui peut être utilisé dans même les exercices, pour les exercices de l'enfant à la maison. La calculatrice, combien de personnes achètent aujourd'hui calculatrice? L'horloge, combien l'ont à la maison? Le planning, l'agenda. Vous voyez, le téléphone portable est utile. Ne voyons pas que le côté négatif de la chose. Mais face à ces biais, face à cette difficulté, qu'est-ce que le parent fait? Mais quand vous avez l'écran à la maison, le téléphone, la télévision, mais on a prévu la possibilité qu'un parent contrôle le temps d'utilisation et même le contenu. C'est prévu. Donc ce n'est pas parce qu'on montre des contenus qui ne sont pas des contenus que j'aurais bien voulu que mon enfant regarde. Ce n'est pas pour ça que je n'irai pas mettre le contrôle parental. Il y a le contrôle parental qui me permet de dire, oui, l'enfant regarde la télé telle heure à telle heure, que l'ordinateur, le téléviseur ne pourra plus s'allumer. On le sait. Donc, vous voyez qu'il y a tout ce qu'on dit, tout ce qu'on porte comme difficulté, comme biais, mais on a la possibilité de contrôler. Je vous dis, le téléphone, quand vous le remettez, il y a de simples applications que vous pouvez télécharger gratuitement, qui est dessus, mais qui seront des applications futiles sur lesquelles l'enfant n'a pas la possibilité d'agir. Mais il sait qu'il y a l'application dessus. Vous le lui dites et vous entendez pour dire, tu vas utiliser le téléphone de telle heure à telle heure. Mais c'est fini. Avant de partir de ce plateau, vous allez nous dire quelles sont ces applications-là. Lorsqu'on dit par exemple que l'enfant utilise WhatsApp, utilise ceci, et que je ne veux pas qu'il l'utilise, je m'entends avec lui pour qu'il ne l'utilise pas, il peut chercher un autre téléphone comme vous le dites. Mais nous parlons du téléphone qu'on lui a remis. Il y a la possibilité que ces applications-là ne fonctionnent pas, ou même que je contrôle de quelle heure à quelle heure les applications vont fonctionner. Donc il ne faut pas voir. Dans la vie, il y a le pour, il y a le contre. Dans la vie, il y a le bien, il y a le mal. Donc nous devons, nous parents, puisque dans la plupart des cas, c'est nous parents qui remettons le téléphone. C'est pour dire qu'on peut utiliser le téléphone portable, même Android, même iPhone, tout ce qu'on veut, à condition qu'on fasse une chatte avec l'enfant et qu'on prenne sa responsabilité, qu'on se donne les moyens. Je ne peux pas acheter une moto à un enfant ou un véhicule à un enfant sans l'amener à aller apprendre le code de la route. Mais pourquoi voudrons-nous remettre alors le téléphone portable juste parce qu'on dit c'est un cadeau, parce que c'est à la mode? Ça ne doit pas être à la mode. Nous devons prendre nos responsabilités. Voilà, nous devons prendre nos responsabilités. Et on va voir aussi la réaction des parents que nous avons rencontrés dans la ville. Et ils se sont prononcés sur oui ou non, faut-il remettre le téléphone portable à l'enfant. C'est vrai qu'aujourd'hui, le téléphone portable n'est plus un outil de luxe. Par exemple, si tu as un téléphone à la maison, si tes enfants, quel que soit leur âge, ils savent en user, tu peux avoir des informations depuis là où tu es, des informations de la maison, quoi, comment ça se passe à la maison et tout ça. Par contre, notamment pour les études, parce que quand ils ne commencent pas à s'habituer à ça, c'est la dérive, quoi. C'est le laisser aller. Voilà. Donc, aujourd'hui, compte tenu des situations qui se passent dans certains couples, dans certains milieux, il vaut mieux ne pas habituer les enfants à ça tout de suite. Il faut les laisser évoluer. Peut-être à l'âge enfin, après le baccalauréat, tu peux leur laisser un portable. Tu peux leur laisser la liberté de s'acheter un portable. Je pense qu'il faut donner le téléphone à l'enfant assez tôt, peut-être 12 ans. 12-13 ans, parce que je pense qu'ils commencent à être responsables en griffe et qu'ils peuvent, enfin, il faut le leur remettre avec certaines restrictions. Donc, voilà. Ça n'a pas d'âge, ça dépend. Une fois que l'enfant peut décrocher le portable, on peut lui
Bon, surtout pour appeler et avoir des informations par rapport à ce qui se passe à la maison. Je crois que même déjà 4 ans, 5 ans, on peut laisser le portable à son enfant juste pour avoir des nouvelles de la maison. Mais les Android, moi je n'aime pas trop qu'on les laisse à la portée des enfants. Moi je vais raisonner en termes de scolarité. Un enfant qui est déjà en classe de 3e, par exemple, devrait avoir un téléphone portable, ne serait-ce que pour ses recherches sur l'Internet. Sinon, en temps normal, déjà à 17 ans, 18 ans, un enfant, bon, 18 ans déjà, il est majeur, donc il peut avoir un téléphone. Voilà, assez de réactions. Hein. Nous allons demander au docteur qui a également suivi les réactions des concitoyens rencontrés dans la ville de Cotonou, ce qu'il pense justement de ces réactions. On a entendu beaucoup de choses. Il y a même un intervenant qui a dit à partir du moment où l'enfant peut décrocher un téléphone portable, eh bien, on peut le lui remettre. Merci beaucoup. Je pense pour ma part qu'il faut faire attention à tout objet qu'on remet à l'enfant. J'ai l'habitude de dire à mes enfants à la maison, le téléphone, ça va vous servir à quoi? Je discute. Et non, c'est pour appeler. Et je leur dis oui. Un chauffeur vous dépose à l'école. Les responsables de votre école ont mon numéro de téléphone, celui de votre maman. Donc, vous n'avez pas besoin de ça. Si vous venez à la maison, s'il y a des recherches à faire, on le fait avec vous, on ouvre un ordinateur, on fait la connexion, vous le faites, et tout ça est contrôlé. Alors, au demeurant, je pense que le niveau atteint par la science et les conséquences d'une surexposition aux écrans sur le développement de l'enfant, mais également sur ses capacités d'adaptation sociale. Et ça, je remercie beaucoup, monsieur, je pense que c'est monsieur Medako qui l'a souligné, le fait d'être accroché à l'écran, l'enfant s'isole. Il ne développe plus du tout les interactions sociales et plus tard, ça va se faire ressentir et des traits pathologiques et des maladies peuvent apparaître plus tard et la socialisation de cet individu va prendre un coup. Et même si l'enfant développe ce que nous appelons entre griffes intelligence, qui n'est pas du tout de l'intelligence, c'est des astuces qu'il développe devant les jeux pour trouver une solution, mais rapporté à la vie réelle pour les mêmes problèmes, il ne pourra surtout pas s'en sortir toujours. Le monde virtuel est un monde à part, qui est différent du monde réel, et c'est pour ça que nous devons faire attention et dire à nos enfants qu'il y a une différence entre le monde virtuel et le monde réel, même chez les adultes. Vous constatez avec les femmes qui sont accros aux feuilletons novelas, qu'au niveau des foyers, elles ont tendance à répercuter ce qu'on voit. Donc, il faut faire la part entre le virtuel et le réel. D'accord, très bien. À vous suivre, docteur Adoukonou, c'est comme si, surtout qu'on est en pleine année scolaire, il faut arracher les téléphones aux enfants si on vous comprend bien, c'est ça? Alors, moi, c'est un choix personnel. Un étudiant peut avoir un téléphone. Un enfant, durant l'année scolaire, si les parents savent s'organiser, n'a pas besoin de téléphone. Si l'enfant, ce n'est que pour faire des recherches, les parents peuvent se responsabiliser et suivre même ces recherches avec ces enfants. Ça permet de rapprocher davantage les parents des enfants. Vous pouvez vous-même donner votre téléphone à l'enfant pour qu'il fasse les recherches et vous contrôlez les sites sur lesquels l'enfant va faire ses recherches et vous suivez votre enfant. Mais pendant les vacances, prendre un téléphone qui n'a pas d'autres applications ou des applications très simples, utiles, on peut le faire. Mais pour ma part, au cours primaire et au cours secondaire, un enfant ne devrait pas avoir de téléphone scolaire. Et ce n'est pas pour rien que le législateur interdit l'usage du téléphone à l'école. Vous allez dans tous les établissements primaires et secondaires au Bénin, aujourd'hui c'est interdit l'usage du téléphone à l'école.
ce n'est pas fait exprès. Et je pense qu'il vaut mieux que nous y allons là pour le bien de nous tous, pour la société que nous allons construire demain. D'accord. Docteur, je l'ai demandé tout à l'heure à Monsieur Medaro, est-ce que le problème n'est pas en train d'être d'ordre universel? Je m'explique. Dans certains pays dont vous avez cité le nom tout à l'heure, il y a ces apprenants-là, ces élèves-là qui, en dehors des cours, ont des téléphones qui leur permettent de se retrouver plus sur une plateforme, mais quelquefois ici également. Dans le cas où le parent a envie d'éduquer son enfant autrement pour qu'il puisse se socialiser et qu'on l'empêche d'avoir accès au téléphone, dans ce cas, avec qui il pourra discuter si les autres sont occupés sur leur téléphone, par exemple? Ah, vous vous adressez à moi? D'accord. Et je voudrais nous poser, nous tous, la question. Quand on était plus jeunes, avions-nous tous le téléphone? Non. Non, ce ne sont pas les mêmes réalités. Chaque époque avec ce ne sont pas les mêmes réalités. Non, j'en viens. Aujourd'hui, on a une mutation sociale. Les choses bougent. Et il faut s'adapter à ça. Oui. Mais je ne veux pas que l'enfant mette plus de temps à être accroché à son téléphone. Parce que ça part de là. La dépendance, c'est vite arrivé. Lorsque vous ne contrôlez pas, l'enfant n'a pas ce jugement pour savoir s'arrêter. Lorsqu'il découvre un jeu ou bien quelque chose qui le passionne, il aura tendance à le cultiver. Comme je vous l'ai dit, la dépendance va être créée et ce n'est pas bien pour l'enfant. Je suis plutôt dans une stratégie préventive. Je pense que les enfants peuvent avoir le téléphone, mais il y a un temps pour le téléphone, il y a un temps pour l'école, il y a un temps pour l'usage des écrans également. Autrement dit, il faut que l'enfant ait la majorité avant que vous ne lui remettiez entièrement le téléphone. C'est ce que vous voulez dire, docteur? Alors, ça, c'est personnel. D'accord. Ce que je dis, c'est personnel. Ce que la science dit, vous mettez le téléphone et les écrans aux enfants, plus nuisible cela sera sur sa santé. Mais plutôt vous lui remettez le téléphone, est-ce que plutôt vous ne le responsabilisez pas? Lorsque vous discutez, comme l'a dit tout à l'heure Noah Agbafa, lorsque vous le responsabilisez par rapport à l'usage de ce téléphone, est-ce qu'il ne devient pas plus conscient que quelqu'un qui va découvrir le téléphone à l'âge de 18 ans, 19 ans, et qui voudra à ce moment-là tout découvrir en même temps? Alors, je suis tout à fait d'accord. Au fait, nous n'avons pas tous la même histoire familiale. Et vous savez que dans certaines familles où il y a le dialogue avec les enfants, très tôt, l'enfant de 12 ans, 13 ans est très responsable, mature et raisonne même comme quelqu'un qui a 18 ans. Dans d'autres familles où il y a le laisser-aller, où il n'y a pas de dialogue avec les enfants, où il n'y a pas de discussion, c'est autre chose. Donc, c'est chaque famille, chaque parent qui éduque son enfant. Mais en tout état de cause, je ne suis pas partisan qu'on remette un téléphone à un enfant de moins de 10 ans. C'est trop précoce. D'accord. Très bien. On a compris. Il est ferme là-dessus, docteur Noah Agbafa. Oui, vous savez, c'est un choix. Ouvrons les yeux. Notre monde ne sera plus jamais comme celui d'hier. Lorsque nous appelons l'enfant à s'amuser, pour pouvoir se créer un certain nombre de prototypes lui permettant de réagir. C'est bien. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, tout le monde a la porte fermée. Combien de personnes laissent l'enfant dehors pour aller interagir avec d'autres? Vous voyez, le monde d'aujourd'hui est relativement différent. Et c'est pour cela que nous devons nous adapter en utilisant les éléments qui composent le monde d'aujourd'hui, mais tout en étant responsables. Vous voyez, le monde d'aujourd'hui, comme je le dis, un enfant de 10 ans, si vous voulez lui remettre le téléphone, mais vous voulez lui remettre quel téléphone? C'est là la question. Pour quel usage? Ouais, pour quel usage? Il ne faut pas être péremptoire et dire non, on ne doit pas remettre le téléphone à un enfant. Non, vous observez correctement votre enfant. Quelles sont ses réactions? Il y a un enfant, par exemple, de 18 ans, je ne lui aurais jamais permis, par exemple, d'utiliser le téléphone portable. Mais un autre à 10 ans, je pourrais peut-être lui permettre d'utiliser le téléphone portable parce que je l'ai observé et j'ai vu sa capacité comment il pourra réagir face à un certain nombre de situations. Quel est son niveau d'analyse? Parce que le téléphone portable, vous savez,
l'enfant peut toujours chercher à vous dribbler. Il faut lui expliquer le danger du monde virtuel. Observez aujourd'hui les femmes, beaucoup de femmes aujourd'hui, quand ils prennent le téléphone, vous allez les voir tous les matins prendre le téléphone. Et pourtant, c'est des adultes. Ils prennent tous les jours photos d'elles-mêmes, elles mettent ça en ligne, sur statut, et vous allez voir un kidam qui reste derrière et qui copie tous les jours ces photos et qui crée un compte. Mais est-ce qu'on lui a expliqué le danger de poster ces photos tous les matins? Est-ce qu'on lui a expliqué, lorsqu'il se met à son portail et il prend téléphone, il prend sa photo, et le numéro d'identification de son portail apparaît, c'est que l'autre qui lui veut du mal, peut toujours identifier dans quel quartier il est et où. Est-ce qu'on le lui a expliqué? Vous voyez, généralement, le téléphone portable tombe dans la main de beaucoup de personnes, mais quand ils ne maîtrisent pas le code de la route virtuelle. Mais c'est ça qu'il faut pouvoir discuter avec l'enfant, et à tout moment. Moi, mes enfants, à tout moment, j'en discute avec eux. À tout moment, il faut trouver toute occasion pour discuter. Observez le phénomène qui défraie actuellement la chronique. Un professeur qui a bastonné son épouse. Mais il a fallu que son enfant ait un téléphone portable, filme. Mais le travers, vous avez vu, c'est plutôt quelqu'un d'autre maintenant qui a rendu la vidéo publique. Justement. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus un enfant maintenant qui a rendu la vidéo publique. Vous comprenez que l'usage dont nous parlons, le vrai problème, n'est pas l'appareil même, mais l'usage qu'on peut en faire. Il y a beaucoup d'adultes qui ne connaissent même pas le code, qui tous les matins, comme je l'ai dit, vont prendre photo même de leurs propres enfants, parce que c'est la rentrée. Vous allez voir, quand on habille l'enfant, on prend photo de l'enfant, on met en ligne. Mais là, ce n'est pas un enfant. Lorsque celui-là, qui se comporte comme ça, voudra remettre le téléphone portable à un enfant, vous voyez qu'il va le lui remettre et voudra que l'enfant agisse exactement comme lui. Le problème est là. Même des adultes, lorsque tu prends photo de tes propres enfants et tu mets en ligne, avec le macaron de l'école de l'enfant, et quelqu'un peut toujours identifier dans quelle école ton enfant va. Vous le mettez en insécurité. Vous le mettez en insécurité. Donc les gens ne mesurent pas ce qu'ils peuvent faire avec un téléphone portable. Vous allez voir tous les matins danser, se filmer, danser et mettre... Mais là, c'est des adultes. C'est pour dire, le vrai problème, c'est qu'il faut prendre ses responsabilités à limiter l'usage du téléphone par l'enfant, mais il faut pouvoir beaucoup lui parler et lui montrer le monde du virtuel. Je ne remettrai jamais une moto à un enfant sans que l'enfant aille apprendre le code de la route. Alors vous devez vous-même essayer de maîtriser et de beaucoup discuter avec l'enfant. Ce n'est pas l'âge le vrai problème tant que vous avez le contrôle de l'appareil. Très bien. Et nous avons quelques messages avant d'en venir à vous, monsieur Menaho. Quelques messages que nous partageons avec les téléspectateurs. Et il y a Naya Lawson qui dit à 18 ans ou après le bac, à mon avis, cet outil est un couteau à double tranchant. Et docteur Romuald Boton qui nous dit ceci, écran après 12 ans, non, c'est non discutable. Sous contrôle parental jusqu'à 16 ans, qui est l'âge du consentement. Et à partir de 18 ans, si l'éducation sexuelle et l'éducation à l'intégration dans la société a été bien conduite. Après 18 ans, tu n'as pas besoin d'être inquiet puisque l'enfant viendra naturellement te montrer ce qu'il reçoit de suspect ou d'incompréhension. Et Martin Chafara dit ceci, au pire des cas, prendre un talkie-walkie pour les joindre en cas d'absence. Pour le reste, on est en phase. Et puis Fatao Djiman, il dit ceci, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais revenir, si le temps me permet, développer mon argumentaire sur cette sensible question. Et Mathilde Cocodé qui nous dit, à partir de 13 ans ou 14 ans, il vaut mieux et le suivre, pas de code, fouiller de temps en temps, sinon il découvrira le pire dehors et bonjour les dégâts. Voilà, les réactions des parents, même si vous lui remettez le téléphone, il ne faut pas qu'ils mettent un code là-dessus, mais les enfants aujourd'hui sont tellement en avance sur les parents que parfois ce sont les parents qui leur demandent de leur montrer certaines choses sur les téléphones portables. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, un parent peut-il vraiment contrôler l'usage qu'un enfant fait de son téléphone portable? Oui, d'abord j'aimerais revenir à un fait. Et on ne peut plus aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, amputer l'utilisation du téléphone portable. C'est-à-dire quand vous interdisez, on sort l'utilisation des écrans
de notre vie, de notre quotidien. C'est comme amputer une partie de la société dans la vie de l'enfant. Le plus important, c'est que tout doit se faire suivant un processus. Par exemple, quand il y a certains parents qui ont dit là que déjà à 12 ans, 13 ans, il faut remettre le téléphone portable à l'enfant. Mais il faut un préalable. Il faut le suivre. Quand par exemple vous voulez l'autoriser déjà, vous savez que vous voulez l'autoriser à aller sur les réseaux sociaux, demandez d'abord, échanger avec lui et demandez que vous soyez son premier ami. Sur Facebook par exemple. Là, et que vous ne réalisez pas tout ce qu'il fait sur Facebook, vous attendez. Il commet les erreurs, Un moment, vous le faites asseoir pour lui parler. Tel jour, tu as fait telle chose. Tel jour, tu as fait telle chose. Tel jour, tu as fait telle chose. Ce n'est pas bon. Si tu faisais de telle manière, ça pouvait aller. C'est de telle manière qu'on se comporte. C'est-à-dire, tout doit s'inscrire dans un processus donné. Vous le lui dites, mais l'enfant, il va estimer que le parent est en déphasage par rapport à son monde en évolution. Il faut le responsabiliser. Quand il sait que vous l'avez responsabilisé et que vous, c'est-à-dire, ça dépend aussi du rapport qu'il y a entre vous, du climat que vous avez, du climat familial qui prévaut dans votre ménage, dans votre foyer. Même si vous vous entendez très bien avec votre enfant, les autres enfants, par exemple, qui ont des téléphones Android d'une certaine marque, vous savez que les enfants se comparent les marques des téléphones. Absolument. Ils voient le téléphone, ils demandent en même temps, tu as le téléphone de quelle marque? Vous voyez, un enfant qui est face à cette réalité et vous ne lui permettez pas de faire ce que les autres font, vous ne voyez pas que quelque part il ne sera pas à l'aise? Oui, ce que vous dites, c'est vraiment profond parce que même avant-hier, j'étais au cœur de la résolution d'un problème au niveau de ma famille, je vais dire. Ou même l'enfant, nous on a interdit, j'ai un oncle qui a interdit l'utilisation du téléphone en pleine année scolaire, et des smartphones en pleine année scolaire à son enfant. Mais un autre camarade, son camarade de classe, lui offre un téléphone portable pour pouvoir communiquer avec lui. Ils sont tous garçons. Et au moment où peut-être les parents dorment, c'est quelqu'un d'autre de la famille qui constate que le petit est en ligne. Qui se réveille chez lui là-bas et il se connecte, il constate que le petit est en ligne. Il ne lui dit rien dit. Et progressivement, il s'est rapproché de son papa pour dire ton enfant là, il a le téléphone portable. L'enfant a nié. Parce qu'il a déchiré son matelas, il a mis le téléphone dedans. Vous pouvez aller dans sa chambre, faire tout, vous n'allez jamais retrouver le téléphone. Sans blague. Mais il a fallu que le parent, au début, le parent a douté de ce que son enfant a de portable. Donc, mais ayant confiance en ce que l'autre lui a dit, et il a commencé par s'amuser avec l'enfant, pas blaguer. Mais dis donc, je t'ai vu en ligne, qu'est-ce qu'il y a? Tu as acheté un nouveau portable? Mais l'autre que je t'ai pris, c'est dans ma chambre. Mais comment tu as fait? Tu as eu ce téléphone? Et c'est de discussion en discussion que l'enfant a fini par avouer que c'est un de ses camarades qui le lui a donné et qui les chante. Donc, il faut avouer que nous sommes dans un monde avec les antiques. Nous devons apprendre à responsabiliser plus l'enfant. Et que ça ne sert à rien de cacher certaines choses aux enfants. Nous devons aller progressivement, leur montrer un certain nombre de choses. Et le plus important, comme je l'ai dit, c'est-à-dire le développement à la base, là, c'est capital. D'accord. Voilà, l'heure est complètement partie. Nous allons rapidement faire un dernier tour de table. Docteur Adou-Konou, vous êtes toujours en ligne. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure ce débat? Alors, je pense qu'il est important de limiter nos enfants, de limiter le temps d'exposition des écrans. C'est ma conclusion. Il faut limiter autant que possible le temps d'exposition. Parce que si nous ne maîtrisons pas combien de temps l'enfant va passer sur son téléphone ou devant l'écran télévisuel, il y a beaucoup de paramètres que nous ne pourrons pas
maîtrisé et cela aura des conséquences sur l'enfant. Donc je préfère, même si l'enfant doit avoir un téléphone, contrôler le temps d'exposition. Moi je parle du point de vue sanitaire, le temps d'exposition pour éviter les conséquences. Et je rappelle qu'il ne faut pas exposer l'enfant à plus de 2 heures par jour aux écrans, que ce soit télévisuel, smartphone et consorts. Merci beaucoup, Dr Thierry Adoukonou. Je rappelle que vous êtes neurologue. Oui, Dr Noah Bafa, vous ne pouvez pas partir de ce plateau sans donner au moins quelques astuces aux parents qui nous suivent actuellement et qui ont ce souci de vouloir contrôler, de savoir ce que leur enfant fait avec le téléphone portable qui est à leur portée. Et de limiter le temps aussi. Nous l'avions dit, et ceci de manière suffisamment prolixe ici, le plus important n'est pas d'interdire. Il est interdit d'interdire. Il faut plutôt discuter. Il faut plutôt prendre langue avec l'enfant. Les enfants aujourd'hui sont très futés. Lorsque l'enfant va constater que vous êtes un père, vous êtes une mère gendarme, l'enfant va vous tromper. Le plus important n'est pas d'être gendarme, mais de prendre chaque fois exemple. Lorsque vous-même sur votre téléphone portable, vous trouvez quelque chose de mauvais, appelez les enfants, montrez-leur cela et discutez. Montrez-leur ce que les autres font. De telle sorte que quand un enfant en classe ou un enfant de quartier va lui dire « Écoute, moi je fais ceci avec mon téléphone », il saura que vous en avez déjà discuté avec lui et vous lui avez déjà montré les travers qui sont dans cette habitude. Lorsque tu as Facebook, pourquoi vous voulez empêcher l'enfant d'avoir un compte Facebook? Pourquoi vous voulez même nécessairement être le premier à être son ami? Laissez-le d'abord découvrir comment on choisit les amis, discuter avec lui, et après vous lui dites, mais je ne suis pas ton ami. Et si on devient ami, tu lis aussi ce que moi-même je pose. Voilà. Mais déjà, très tôt lui dit, je serai ton premier ami. Il voit en même temps que tu es gendarme. Il va créer en même temps un autre compte. Ça l'amène en même temps. Voilà. Donc, il faut éviter au maximum d'être gendarme. Et vous allez voir l'enfant, mais à tout moment que sur votre téléphone, vous-même, vous découvrez quelque chose de mauvais, montrez ça à l'enfant et créez la discussion. Et montrez-lui les travers que les autres font. Et pour parents, lorsque vous voulez remettre le téléphone, allez là où vous téléchargez WhatsApp, Facebook et autres. Donc, je vais parler de votre Play Store. Tout à fait. Allez là et tapez contrôle parental. Vous allez trouver des applications. Mais la plupart des applications sont payantes. La plupart des applications sont payantes. Mais vous aurez voulu que le développeur, lui, travaille gratuitement. Non, les parents qui nous suivent auraient voulu avoir des applications gratuites. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix de ses vœux. Vous voulez quelque chose et vous ne voulez pas du tout payer. Ce n'est pas toujours juste aussi. Et là aussi, ce n'est pas sécurisé. C'est fortement sécurisé. Il y en a fortement sécurisé. Les applications qui sont gratuites, trop de gratuit, évidemment. Quand c'est trop gratuit, plutôt si vous trouvez des applications qui sont des applications open source, des applications libres, quand vous voyez que c'est écrit libre, là ça peut être sécurisé. Mais lorsque vous voyez gratuit, ça peut ne pas l'être. Dans la plupart des cas, les applications, on a fait toute une émission dessus ici, les applications libres, c'est des applications que le développeur a créées pour aider. Et il donne même le code source. N'importe qui peut même modifier. C'est ça les applications libres. Et lorsque vous mettez ces applications, mettez contrôle horaire. Ça va vous permettre de mettre une application et de dire le téléphone là va s'allumer de telle heure à telle heure. Après ça, il peut allumer n'importe comment ça va fonctionner. Mettez par exemple, tapez par exemple géolocaliser. Ça va vous permettre de savoir où l'enfant, surtout les applications de géolocalisation sont payantes. Surtout ces applications sont souvent payantes. Donc ça vous permet de voir la position de l'enfant, mais il faut le lui dire. Si vous ne le lui dites pas, il va croire que c'est un mouchard vous avez mis et il ne va pas, tant que vous ne lui faites pas confiance, ne demandez pas à ce que l'enfant même vous fasse confiance. Et donc c'est à vous, on peut télécharger ces applications, mais discuter et beaucoup discuter avec l'enfant. Servez-lui de guide, puisque vous avez commencé par utiliser cet appareil avant lui. Très bien. Merci beaucoup à vous, Noah Agbafa. Merci également à vous. Qu'est-ce que vous avez à dire rapidement? Oui, mais je pense que nous, parents, nous avons une grande responsabilité. Nous devons éduquer les enfants
par nous-mêmes, notre comportement. Notre comportement, notre manière d'utiliser le téléphone doit servir d'exemple aux enfants. Limiter un certain nombre de choses, comme nous l'avons dit, nous sommes en pleine année scolaire maintenant. L'utilisation des téléphones ne doit jamais dépasser 2 heures. Si l'enfant, dans la journée, il n'a pas pu utiliser, il veut regarder la télévision, il n'a qu'à regarder la télévision pendant peut-être 1 heure, au maximum 30 minutes, 1 heure au maximum. Et si c'est le téléphone qu'il doit utiliser, peut-être, vous lui permettez d'utiliser ça pendant 30 minutes et vous fermez ça. Pas d'écran dans les chambres à coucher. Pendant qu'on mange, c'est-à-dire pas d'écran. On ne doit pas utiliser le téléphone portable pendant qu'on est en train de manger. C'est-à-dire limiter un certain nombre de choses et échanger beaucoup avec les enfants. Il faudrait qu'on trouve du temps pour les enfants. Si on ne le fait pas, on aurait foutu tout ce qu'on a construit. Absolument. Merci beaucoup pour ces précieux conseils donnés aux parents et également aux enfants qui nous suivent actuellement. Écoutez ce que vous disent vos parents. C'est pour votre bien. Le téléphone portable, oui, vous aurez le temps de l'utiliser quand vous serez grand. Donc, ne soyez pas trop pressés. Et il faut un usage responsable. N'allez pas sur les sites qui ne sont pas destinés à votre âge. C'est assez important, mesdames et messieurs. Nous allons marquer une pause, le temps de raccompagner justement nos invités. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture. En plateau et cette fois pour prendre la route, descendre en milieu Yum. Exactement, nous irons la salutation chez les Yum. Quels sont ces traits culturels? Qu'est-ce que ça a à voir dans la coutume? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui, Roch. Les Yum sont connus pour être appelés les Pila-Pila. Pila-Pila, c'est extrait de l'une des parties de la salutation chez les Yum. Les Yum saluent, ils aiment saluer. Parfois, ils sont contraints de saluer, mais de façon très longue, avec un accompagnement musical singulier. C'est un genre musical un peu à part, qui n'est pas la chanson, qui est la salutation, mais qui a une certaine esthétique à rivaliser avec la chanson, avec les orchestres et tout ça. Une tierce personne, si vous voulez, un saré ou un saka, on se rencontre. Semebania, Marosé, Alafia, et Sembania, Banebe Alafia, donc ça peut continuer. On va requérir la santé de la famille. Quand il y a une interrogation, ça requiert le qui est, si vous voulez, l'acquiescement, mais le soubassement musical, c'est les bien évidemment qu'il y a un dialogue, parfois même un règlement de conflit, de contentieux dans la salutation. Parfois dans la salutation, l'un des participants peut même parler à quelqu'un, mais revenir dans la salutation qui continue et ça peut durer 30 minutes.
je vous croise donc, on doit se saluer. Et si on doit entrer dans la façon typique de la salutation Yung, forcément, on la fera bien différemment que les autres ethnies. Elle sera plus longue, elle sera plus rythmée, mais de plus en plus, c'est bousculé parce que les jeunes sont un peu plus pressés. Mais sinon, ça demeure parce que même quand vous êtes pressé, il y a une certaine obligation, par exemple, liée à la famille, si vous voulez, à la belle famille. Même quel que soit le rendez-vous qui vous attend, si vous croisez un membre de votre belle famille, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes pressé, limiter la longueur de la salutation à quelques secondes. Donc, primo, il faut savoir saluer, il faut être disponible à saluer. C'est très important, c'est très vital, c'est un élément d'intégration sociale. De la naissance au départ à l'au-delà, vous êtes, on va dire, nourri de ça. Vous participez forcément, de gré, bon gré, mal gré, vous participez. Donc, le plus souvent, quand vous êtes disposé et que vous aimez fournir des efforts, ça vient tout naturellement. Parce que pour les jeunes, c'est souvent à genoux. Quand vous n'aimez pas faire les efforts, vous trouvez peut-être des astuces pour contourner, c'est à genoux. Pour les notabilités, quand on est prince, comme moi je le suis, c'est couché. C'est-à-dire, vous vous étalez pour saluer une notabilité qui sait que vous êtes prince. Alors là, on est passé de la vitesse moins basse à la vitesse supérieure, hein, de la longueur des salutations. Il faut se coucher, s'aplatir. Obligatoirement. Ah mais ça fait partie. 30 bonnes minutes. 30 minutes. Tout ça, c'est pour le respect à la tradition. Absolument. Il y a une musique qui accompagne la salutation. Voilà, pour acquiescer. Je crois que pour ceux qui ne sont pas du milieu, il faut vraiment des cours. Sinon, ce sera compliqué. Et effectivement, moi, je l'ai vu en milieu Nago. Les toutes premières années, je n'avais pas compris. Mais bon, je me suis rendu compte que, ah oui... C'était culturel. C'était culturel. Mais est-ce qu'il faisait 30 minutes environ? Bon, je n'ai pas chronométré, mais c'est pas loin des 30 minutes. Surtout les femmes, quand elles voient les hommes, elles se mettent pratiquement à genoux, un genou à terre, et puis elles sont en bas, elles disent... bon, ça se rejoint un tout petit peu alors. Franchement, en tout cas, ça fait partie des pratiques culturelles de ce milieu que nous respectons et qui continuent d'être transmises de génération en génération. Allez, nous allons passer maintenant au prénom africain pour continuer avec un prénom de l'aide culturelle d'Indi. Et voilà, elle était là hier, elle nous a rejoint encore aujourd'hui pour nous faire découvrir un intéressant et riche prénom de sa localité. Bonjour, Madame Salati Kamilatou Mohamedou. C'est bien précisé, bonjour. Voilà, vous êtes Madame Mohamedou, c'est ça? Oui. D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un autre prénom, autre que celui que vous nous aviez déjà présenté. Oui. C'est quel prénom? Ataziri. 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 Oui. Ah oui, c'est un prénom fort, là. Vous avez une idée de ce que ça veut dire, hein? Bon, moi, j'ai entendu Ata. Bon. Non. Ataziri. Qu'est-ce que cela signifie, Madame Kamilatou? Richard. Richard? Oui. Ah, vous aviez raison, vous l'avez pressenti. C'est un info. Hein. C'est un info. Ataziri, Richard. Oui. Donc on peut donner Ataziri comme ça, ou bien dans quel contexte il faut donner ça? On peut donner Ataziri à n'importe qui, surtout que peut-être pendant la grossesse, vous avez vécu une situation particulière.
D'accord. particulière. Liées aux finances, c'est ça? Bien sûr. D'accord. Peut-être qu'avant la grossesse, rien n'allait financièrement. Et puis bon, peu après, et tout allait bien. En même temps, vous pouvez imaginer, c'est un vœu, hein, c'est un souhait. D'accord. Ah, cet enfant sera riche. Ok. Il sera riche, donc son nom c'est Ataziri. C'est ça. D'accord. Est-ce que c'est toujours un prénom mixte ou est-ce que c'est réservé aux hommes et il y a un autre prénom pour les femmes? Ben, écoutez, il n'y a pas que les hommes qui veulent être riches, la femme aussi, ou bien, en tout cas, sous réserve de votre réponse. Hein. C'est toujours Ataziri. Oui, c'est un prénom. D'accord. C'est toujours Ataziri. Voilà, merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui les caractérise? On ne sait jamais. C'est vrai que vous nous dites que c'est la responsabilité des parents souvent. Bien sûr, vous savez, l'éducation, c'est la base de tout. D'accord. Donc, tu peux être nommé Ataziri si l'éducation n'est pas bien donnée. Tu es né, tu vas grandir avec la paresse, franchement, oisiveté. Ataziri va devenir... Quoi? Oui, non, allez-y, je m'apprêtais à vous poser la question. Ataziri va devenir quoi? Le contraire? Le contraire? Oui, le contraire en dindie. Ah non, il n'y a pas. Il n'y a pas pauvre? Non, le pauvre, il doit y en avoir. Il n'y a pas le mot pauvre. Il n'y a pas un prénom pauvre. D'accord. Oui, mais comment on dit pauvre? Talika. Talika. Donc, Ataziri va devenir Talika et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Madame Salati Kamilatou Mohamedou, ressortissante de l'aide culturelle d'Endi. Allez, on va passer à la capture du jour. Aujourd'hui, c'est une vidéo que Jennifer voudrait nous faire découvrir. La vidéo, elle parle de quoi déjà, Jennifer? On va demander à Christelle je pense que c'est mieux de découvrir. D'accord. Allez, Christelle, on va voir. Oh là là, dis donc, c'est... Il refuse d'aller à l'école ou bien quoi? Il refuse catégoriquement d'aller à l'école. La famille, la maman et les frères et sœurs ont été obligés de le porter de force. Est-ce que ce n'est pas... Oh là là. Et vous voyez, il s'entête, hein, il essaie de descendre par la force. Il pleure, il hurle. Oui. Franchement. Non, mais vous savez, ça peut paraître drôle, mais en réalité, ça ne l'est pas. N'est-ce pas? Ça ne l'est pas. Pourquoi ça ne l'est pas? Il faut travailler à ce que l'école soit un environnement où l'enfant se sente bien. Vous savez, il y a certains enseignants qui tout le temps traumatisent les enfants. Je suis d'accord. À tel point que même l'enfant arrivé au seuil, il quitte bien chez lui, arrivé au seuil du portail, il freine, il n'a plus envie d'aller en classe. Donc il faudrait que les enseignants offrent des conditions à l'enfant pour qu'il se sente à l'aise et qu'il ait envie lui-même de quitter chez lui pour aller à l'école. Je suis absolument d'accord. Maintenant, la façon dont on trimballe l'enfant, ce n'est pas la bonne manière. Il faut discuter, il faut l'amadouer. Oui, même s'il est encore enfant, vous lui donnez peut-être un petit biscuit ou bien vous lui dites que le maître va lui donner un biscuit à l'école, eh bien, on ne va pas assister à ces scènes-là. C'est vrai que c'est des choses qui se passent. Oui. Et c'est pas bien du tout. D'accord. Il faut éviter ça. Mais vous savez, il y a des enfants récalcitrants et têtus et paresseux. Oui, quelle que soit leur paresse, quel que soit leur entêtement, parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent rester à la maison, s'amuser, jouer, un peu comme pendant les vacances, la reprise des classes il faut discuter, il faut montrer qu'à l'école, il peut s'amuser également avec ses camarades. Absolument. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est une très bonne méthode, par contre. Allez, merci beaucoup, Christelle. Madame Salati. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Normalement, les premiers jours de classe, c'est une joie pour les enfants. C'est une joie pour les enfants. Pour les enfants. Donc, si déjà, dès le premier jour, il refuse d'aller à l'école, peut-être l'année dernière, il a reçu un mauvais traitement. Un mauvais traitement de la part de son enseignant qui lui a marqué vraiment. Ou parfois de ses camarades qui le traumatisent. Bien sûr. C'est possible. Sinon, déjà, on est content de porter de nouveaux
Vêtements, chaussures, un nouveau sac, cahier, tout ça. Mais déjà, oui, le début, refuser d'aller à l'école jusqu'à ce que les parents lui trimballent comme ça. C'est une réalité. Beaucoup d'enfants... Mais les parents employaient les grands moyens. Oui, moi en classe de CM2, j'ai failli abandonner les classes. Ah, parce que vous avez été traumatisé aussi? Oui, justement parce que l'enseignant, le directeur à l'époque, tous les matins, c'est 20 coups aux fesses. Oh, mais non, il pose une question, vous ne répondez pas, il dit le suivant. Le suivant. Non, et puis il passe toute la classe sur la table. J'en ai gardé de très mauvais souvenirs. J'aurais pu laisser l'école. Ce n'est pas du tout bien, hein, c'est pratique. En tout cas, merci beaucoup, hein, Jennifer, pour cette image. Allez, nous allons passer maintenant à l'instant écho. Et aujourd'hui, vous voulez nous parler de quelque chose que j'aime particulièrement. Et que je sais que vous aimez. Ah oui, nous allons découvrir ce dont il est question dans Instant Écho. Voilà donc Jennifer, vous voulez parler du Affinity. Voilà, Affinity. C'est Affinity d'Abomey ou bien Affinity? Évidemment, c'est Affinity d'Abomey d'abord. Et après, un peu partout au Bénin, la moutarde béninoise qu'on appelle communément Affinity et qui est fabriquée à base de graines de néré fermentées. Alors, le Affinity est un produit agroalimentaire traditionnel chez nous au Bénin et il est très apprécié des populations comme Rock, par exemple. Et cette activité de transformation agroalimentaire des noix de néré en moutarde constitue une ingéniosité des femmes d'ethnie Fon, un peu dans la région du sud Bénin, Abomey, Boïkon, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez demandé si c'est le Affinity d'Abomey. Alors, on peut en trouver frais ou séché. Je ne sais pas si tout le monde avait cette info. La variété fraîche est généralement enveloppée dans des feuilles. Par exemple des feuilles de bananier et a une odeur très forte et piquante. La variété séchée est aplatie sous forme de disque ou de galette pour la vente et cela aussi peut servir dans l'assaisonnement de différents mets et cette variété séchée justement se conserve très bien dans les congélateurs. Alors il faut généralement 6 étapes. Après la récolte des graines, il faut les faire cuire les graines brutes durant 30 à 50 minutes, les décortiquer ensuite afin d'obtenir les amandes et après cela les essorer, les mettre en fermentation dans un canari ou une calebasse et les recouvrir de feuilles de préférence pendant au moins 3 jours voire plusieurs jours et à une température de 30 à 40 degrés Celsius. Une fois que ces amandes sont fermentées, on les sèche au soleil et ensuite cela peut être mis en vente et voilà, cela peut être mis en vente et on en achète beaucoup d'ailleurs. On en achète beaucoup, je sais que vous aimez ça. Souvent attaché en boule, et puis vous parfois en boule, parfois sous d'autres formes aussi. D'origine africaine, la moutarde est issue d'un produit de la transformation des graines de gousse néré et cela est utilisé, je le disais, comme assaisonnement, relève le goût. Et embaume le marché. Et on peut en trouver à partir de 500 francs, parfois moins. Et il faut avouer que selon les informations, les femmes arrivent quand même à gagner leur vie avec ce commerce-là. Ah oui, hein, parce que vous savez, il y a des gens qui sont à Cotonou et qui appellent à Abomey et disent... Tout à fait. Ou bien lorsque vous allez un week-end à Abomey ou à Boïkon, il faut forcément se ravitailler. On vous demande de ramener... Hein, c'est la première chose qu'on demande souvent. Au moins une boule de Affinity, hein, ça assaisonne vraiment. Et ça a un très bon goût. Franchement, oui, moi, ça me fait déjà venir l'eau à la bouche. En tout cas, la prochaine fois que vous serez chez vous, n'oubliez pas de m'en rapporter. D'accord, c'est promis, juré. Voilà. Allez, c'est le moment de redécouvrir Zigidi. Tata. Voilà.
C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro de votre matinale Nopinen Jennifer. Exactement. Et à très bientôt. À très bientôt, mesdames et messieurs. Bonne journée à vous.